Voilà. C'est pourquoi c'est par là que j'allais en venir. C'est quand même quelqu'un qui a une expérience très pratique de la garde rapprochée d'un homme aussi anti-guillemets sulfureux que Idrissa Seck. J'aime bien ça anti-guillemets parce qu'Idrissa Seck est quelqu'un quand même de difficilement contrôlable. Moi je pense qu'il faut qu'il nous dise son expérience, comment on peut encadrer un homme comme Idrissa Seck qui souvent a la parole très haute et qui a été quand même l'objet de plusieurs formes de menaces. Hein. Ça, quand même, c'est des choses qu'on a vécues quand il était au pouvoir d'abord et quand il a quitté la coalition, enfin le PDS. Je pense qu'il serait intéressant qu'il nous fasse quelques révélations. D'accord, on lui laisse répondre à la question. Avant d'être garde du corps d'Idrissa Seck, j'ai travaillé dans la sécurité à l'aéroport comme agent de contrôleur de documents de voyage. Ça, il faut avoir un niveau pour le faire. Quel est le niveau qui est requis? J'ai eu le bac. Après le bac, j'ai eu à faire des diplômes de sport, des diplômes de... J'ai travaillé mon anglais, voilà. Donc, après ça, on m'a présenté Idrissa et puis on est parti en campagne en 2000, pardon. Et par la suite, j'ai été le premier, il m'a désigné le premier pour me dire, toi, je t'amène à la présidence. Je ne lui ai pas demandé encore quoi. Alors, à la présidence, on a eu un court séjour au GIGN et à la BIP. Absolument. Donc, j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans dans le gouvernement en étant chef de cabinet, Premier ministre. Après, par la suite, on a fait un parcours prison, voilà, avec tous ces déboires. Ce n'était pas du tout facile, mais on a tout le temps pu le gérer dans la discrétion, dans le professionnalisme. C'est quand même quelqu'un d'assez difficile. Oui, c'est pas facile. C'est lui, il sort à 2 h du matin pour faire son jogging. Oui. Oui. Une fois en France, on faisait notre jogging vers 3 h du matin et un officier de police m'a interpellé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il était Premier ministre? Non, c'était en 2007. Il était dans l'opposition. Et il me demandait si on préparait le marathon de Paris. J'ai dit non, c'est quelqu'un qui va être président au Sénégal. Il me dit, il le sera un jour parce qu'il a de la volonté. Pour vous dire, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à cerner. Parce que voilà, il y a des problèmes. Il dit oui, moi je m'en vais, je sors. Oui, mais donc, au-delà de Paris, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer au niveau même du Sénégal? Oui, beaucoup de difficultés. Par exemple? D'abord, j'ai été désarmé. Quand on désarme un garde du corps, niveau... handicapé, il est handicapé. Voilà, exactement. Quand vous êtes débarqué de la police sans... Notification, quand on vous met en prison pendant 72 jours, quand vraiment c'était pas du tout facile. Il y a des choses voilà, que je garde pour moi parce que je suis professionnel. Mais j'avoue que c'était pas facile. Et à un moment, j'ai demandé à Idrissa voilà, de partir pour partager mon expérience. Et j'ai créé une école. Et pendant 4 ans, j'ai travaillé avec des jeunes de la... Et heureusement, ces jeunes-là qui sont dans certains dispositifs, ils sont aujourd'hui très remarquables parce qu'ils font des résultats très positifs. Donc, mais quel genre de cours vous dispensez dans ces écoles? Des cours de sport. Le sport? Oui, d'arts martiaux, de self-défense. Ça, c'est pour préparer l'agent à être psychologiquement et physiquement. C'est pas pour donner des coups. Parce qu'après, il y a le prof de droit qui passe qui dit vous avez appris à vous battre, à donner des coups, mais si vous tapez sur quelqu'un et qu'il vous présente 21 jours au niveau de la police. Donc, ils font à la fois aussi des cours de droit. C'est important. Si vous ne faites pas ça, vous avez une machette, vous tapez sur quelqu'un, vous allez en prison. Oui. Personne ne pourra vous protéger. Des cours de secourisme. En cas d'accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la les premiers gestes qu'il faut poser? C'est important ça. Hein? Des cours de communication. La communication, elle est très importante. La sécurité, c'est la communication. Qu'est-ce qu'on vous apprend en communication? Comment aujourd'hui, par exemple, le cas, j'ai suivi quelques vidéos tout récemment avec quand on a attaqué le convoi de... Oui. J'ai vu des jets de pierre. J'ai vu quelqu'un que les gardes-corps voulaient prendre, après il a pris la fuite. Ça, c'est pas le rôle du garde-corps. Quand il y a une barrière, le chef doit se présenter. Il doit communiquer. Il doit trouver une solution. Si on vous dit niet, il faut trouver une autre solution, un plan B. Ça se prépare avant le départ du convoi.
Mais si vous allez à l'aveuglette, vous improvisez, tout le temps il y a des problèmes. Dans la mission de la protection rapprochée, quand vous quittez un point A vers un point V, il ne devait y avoir aucun problème. S'il y a un problème, ça veut dire que le chef de sécurité a failli à sa mission. Il faut envoyer des précurseurs, il faut faire du renseignement, il faut voir, voilà, il y a un panoplie de paramètres à régler avant d'aller en mission. Si on le comprend bien, la sécurité, c'est avant tout de la prévention. Beaucoup de prévention. Et s'agissant de prévention, Momar Seyni, est-ce que le ministre Aly Ngouille Ndiaye a été à la hauteur par rapport à ce qui vient de se passer? Bon, il a pris des décisions, mais pour tout le monde, pratiquement, ces décisions sont tardives. Mais écoutez, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup gêné, c'est que tout le monde disait qu'il y aurait violence. Tout le monde avait vu effectivement que les signes avant-coureurs de la violence se signalaient déjà, étaient perceptibles, et qu'il fallait de toute façon, d'une façon ou d'une autre, essayer de prévenir le maximum possible des incidents de cette nature. C'est vrai que on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen, ce n'est pas possible. Mais le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est de faire de la prévention, c'est d'analyser les choses, d'anticiper et d'être proactif, de se dire, puisque nous allons vers une situation extrêmement complexe, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ce genre de situation comme celle qu'on a connue partout. Mais je pense que nous sommes à notre 11e élection présidentielle. Nous avons la culture de l'élection. Nous avons cette habitude effectivement des confrontations électorales. Amina disait quelque chose de très important la dernière fois et qui aurait dû peut-être inspirer Aly Ngouille Ndiaye, c'est qu'on ne fait pas le bilan des élections à tous les niveaux. On se contente de faire le bilan politique, le gain politique qu'on en a gagné, qui a perdu, mais on ne se contente pas d'abord d'analyser le processus électoral pour voir quels ont été les points de défaillance, mais sur le plan strictement pointé vers la sécurité des citoyens, les morts, la protection des candidats. On n'a jamais fait ce genre de bilan et on n'a jamais essayé de tirer des conclusions pour voir quelles mesures. Et je pense que si ce gouvernement avait fait ça, probablement qu'Aly Ngouille Ndiaye aurait pris des dispositions de prévention pour essayer vraiment en relation avec les candidats de confier la sécurité des candidats à des professionnels. On ne peut pas avoir une démocratie, une expérience démocratique aussi longue et péché par ce genre d'erreur. Nous avons vu en 2012 l'expérience. On a eu 12 morts, 12 à 13 morts avant d'arriver aux élections. On aurait pu dire au moins, mais comment faire? On a vu un jeune Mamadou Diop écrasé par un camion de la police. Mais c'est quand même des choses qu'il faut prévoir. C'est des choses qu'il faut quand même... L'encadrement, le protocole du maintien d'ordre, tout maintien d'ordre a un protocole. On doit savoir à quel niveau il faut intervenir, même avant de charger des manifestants. Il y a quand même des sommations, il y a peut-être des procédures de reculade. Après maintenant, si vraiment on est coincé, on essaie de faire un trou pour essayer de passer. Tous les spécialistes de la protection vous le diront. Malheureusement, on n'a pas l'impression au Sénégal qu'il n'y a pas de protocole. On a vu des policiers jeter des pierres, mais ce qui est quand même extraordinaire. Comment un policier peut laisser ses armes, qui sont les armes conventionnelles qu'ils utilisent pour faire le maintien d'ordre, pour prendre des pierres et les jeter à des manifestants, parce que les manifestants ont au pied des pierres. Ça veut dire que, comme se disait Sandieri, il n'y a pas de formation et que cette formation-là est insuffisante. Je regrette de le dire, le ministre de l'Intérieur aurait dû prendre toutes les dispositions préventives pour se dire effectivement qu'il faut aujourd'hui protéger les candidats, mais surtout qu'un signal extrêmement fâcheux lui a été donné par Mame Mbaye Niang. Je pense que Mame Mbaye Niang, quand il a fait cette fameuse déclaration en montrant des vidéos de sbires, de Malabar, là, des gens, des nervis, mais vraiment particulièrement dotés en muscles, il aurait pu dire, écoutez, bon, comment faire en sorte que cette histoire ne fasse pas tache d'huile? Qu'est-ce qui peut se passer chez les autres? Mais pour s'être contenté simplement de remonter les bretelles à Mame Mbaye Niang et de ne pas éventuellement faire une enquête pour voir qui sont ces sbires. Mais on aurait dû
dire à Mame Mbaye Niang, mais qui sont les gens là que vous avez armés et qui vont s'attaquer à des gens? On l'a laissé faire. Les autres ont cru devoir se protéger. Oui, Peut-être même qu'ils... Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dans la prévention et dans les décisions que le ministre de l'Intérieur vient de prendre. D'accord, mais après ce qui s'est passé à Tambacounda, on a vu que les gardes du corps du PUR ont été désarmés, même si le ministre de l'Intérieur a pris des précautions en mettant des forces de sécurité derrière chaque caravane. Est-ce qu'il n'est pas injuste aujourd'hui de laisser les gardes rapprochés des autres candidats continuer tranquillement leur service? Absolument, Amina. Je pense que la mesure devrait être généralisée. Les gardes-corps des autres candidats devraient être aussi désarmés. C'est ça la prévention. Oui. On ne peut pas le faire pour les uns et ne pas le faire pour les autres. Mais et surtout, demander à Mame Mbaye Niang où sont devenus ces sbires. Mais pourquoi toujours Mame Mbaye Niang? Non, mais je veux dire, où sont devenus sa garde rapprochés? Non, mais je veux dire, c'est lui qui les a montés à la télévision. Il faut qu'il nous dise où est-ce qu'ils sont devenus. Oui, mais juste là, parce qu'il y a tranquillement sa campagne à Bon, Dakar. ça, je vais parler aussi des autres gardes-corps des autres candidats. Mais écoute, la prévention, c'est ça. Quand quelqu'un dit j'ai des malabars bien armés, bien musclés, qui sont prêts à charger des adversaires, il faut quand même faire une enquête préventive. C'est ça. C'est toi qui parles parfois de prévention. Ouais. Eh bien, c'est cela la prévention. C'est de dire, vous avez fait telle déclaration, mais on doit vous opposer vos paroles et vous dire, montrez-nous les gens que vous avez recrutés, ils sont une cinquantaine, et qu'on les désarme pour prévenir éventuellement des casses. Parce qu'ils officient aujourd'hui chez les lieutenants. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Non, on les voit avec les autres ténors. Tu es plus informé que moi je ne les vois pas. Je sais que les gens que j'ai vus là, c'est des gens dangereux. C'est à dire les choses que je n'aime pas dire à l'antenne. Non mais écoutez, il y a les sbires de Mame Mbaye Niang, soit les marrons du feu. D'accord. Mais les marrons du feu, vous savez, en français, l'expression tirer les marrons du feu, vous savez ce que ça veut dire? C'est profiter d'une situation, c'est s'en sortir. Expression qui sont là effectivement pour s'en sortir. Aime bien. Mais je veux dire, il y a les sécurité. Quand maintenant une organisation d'obédience religieuse a, par exemple, des troupes chargées de la sécurité, est-ce que ça ne devient pas difficile pour le ministre de l'Intérieur d'interférer? Écoute, on a laissé au Sénégal se développer la culture de milice. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes de milices qui sont là, qu'on voit dans les arènes, qu'on voit dans les cercles religieux, on en voit partout. Mais le problème, c'est quand il y a des milices, c'est que la sécurité est insuffisante. Les gens, quand il y a de l'impunité, des gens qui ont été commettre des actes pour lesquels ils n'ont jamais été poursuivis, ou rarement poursuivis, ou lâchés aussitôt après, les gens ont le réflexe de l'autodéfense. C'est-à-dire de dire, puisque moi je ne suis pas protégé, je me protège. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment on a la chance d'avoir une police très professionnelle, ça c'est clair, on a la chance d'avoir des militaires très professionnels qui sont recherchés partout, dans toutes les zones d'opération. Vous avez des policiers et des gendarmes qui sont vraiment très cotés, très bien cotés, mais il faut aussi que la sécurité nationale soit prise en charge de manière préventive. Et ce que le ministre a fait, c'est peut-être du rattrapage, mais ça aurait dû être fait avant. Il faut que dès maintenant, qu'on inscrive dans les protocoles de l'élection que les candidats seront protégés par des gardes. D'autant plus qu'ils ne sont que 5. C'est quand même pas la fin du monde. C'est quand même pas la fin du monde. 14 régions, 550 et quelques communes, 45 départements. Si vous mettez, là, il a pris 30 personnes. Ça a raison à peu près combien de 6 par candidat. Mais ça, c'est des choses qu'on aurait dû faire depuis longtemps, malheureusement. Est-ce que, Vieux Sandiri, ces hommes affectés à compter d'aujourd'hui aux candidats, on peut leur faire confiance? Est-ce qu'ils sont assez professionnels pour ne pas être des taupes, des espions chargés de balancer un rapport tous les jours pour dire le candidat il fait ça, il reçoit tel? Est-ce qu'à ce niveau on peut véritablement le faire? Parce que ça risque de créer une certaine confusion, peut-être même des agressions, des affrontements entre militants proches du candidat et gardes rapprochés dépêchés par le ministre de l'Intérieur. Oui, ce ne sera pas facile pour eux, mais ils sont entraînés pour ça. Parce que ça devait se faire depuis le début. Donc, bien avant la campagne, participer aux réunions, il y a une procédure qu'il fallait mettre en place pour ça. Donc, 6 éléments par candidat, ça ne suffit pas, mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut combien à peu près? Ah oui, il faut un dispositif de protection rapprochée, il faut un dispositif d'intervention. Parce que si l'autorité est attaquée, le rôle des agents, c'est de l'extraire et de l'évacuer.
Et le dispositif d'intervention fixe l'ennemi pour qu'il ne progresse pas. C'est le maintien de l'ordre en fait. Ah, ça c'est important. Absolument. Donc il va fixer l'ennemi, le temps d'extraire l'autorité et l'amener. Est-ce qu'ils sont armés? Parce que dans le maintien d'ordre, on autorise quand même les policiers à avoir des PA. Oui, mais ceux qui seront affectés auprès de ces candidats seront bien armés. Ils vont avoir des pistolets automatiques. Ah bah oui, ce seront des gens de la BIP ou du GIGN. C'est les professions, c'est les top professions professionnelles. Et les bavures policières, il peut y en avoir aussi. Hein? Oui, mais vous n'avez jamais entendu, par exemple, un agent de la BIP ou du GIGN dégainer son arme et tirer. Et leur présence est souvent dissuasive quand même. Parce que c'est des professionnels, c'est ce que je dis tout le temps. Il faut que les gens soient armés. Si vous êtes bien formé et que vous n'êtes pas armé, vous pouvez faire votre travail. Mais est-ce que de simples lutteurs peuvent s'improviser? Non, bodyguard? non, je suis désolé. Il faut la formation. Moi, j'ai fait les États-Unis. Ça fait 2 ans. Il y a 2 ans, je suis parti aux États-Unis. J'ai fréquenté les maires du service secret qui sont à la retraite. Mais donc il y a quelque part aussi la responsabilité des leaders politiques. Comment se fait le recrutement? Comment avez-vous été recruté par Idriss Seck? Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Vous a-t-il demandé les diplômes? Oui, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre cursus? Si vous recrutez des gens, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que voilà? Oui, qu'est-ce que vous faites? Moi, je peux dire que je suis spécialiste en sécurité. C'est depuis 19 ans. Les choses doivent évoluer. Les tontons Makout, on s'en rappelle. Absolument. Maintenant, c'est plus grave. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du sport, qui se nourrissent de la sécurité. Ces gens-là, il faut les former, il faut leur donner un diplôme, une carte professionnelle. Si un jour, voilà, l'État dit, OK, tout candidat qui veut recruter une sécurité doit recruter des gens formés, avec une carte professionnelle immatriculée. Absolument. Ça, les problèmes vont disparaître parce qu'ils vont être formés, ils seront des professionnels, ils vont signer un contrat avant de commencer. J'en ai connu plein qui ont donné 10 000 francs par jour, qui ont fait des accidents, qui sont HS complètement. Et donc ils ne sont pas assurés en fait. Personne n'est assuré. Moi, quand vous voulez un agent chez moi, vous négociez un contrat. Il y a une assurance derrière. Mais est-ce que vous étiez assuré parce que vous étiez policier en service? J'étais policier, mais policier pendant 4 ans, 5 ans. Après, je n'étais plus policier. Et vous n'étiez pas assuré en ce moment-là? Avec Idrissa, oui. Vous étiez assuré? Oui. Absolument. Ça veut dire qu'il faut que le candidat soit au courant de ce qui se passe. C'est important, parce que c'est sa responsabilité. Là, le candidat du PUR est obligé de venir sur Dakar. Combien de jours il va perdre pour regagner, pour continuer sa campagne? Bon, là, il a commis un groupe d'avocats. Apparemment, il va à l'offensive. Hein? Voilà, il ne se croit pas responsable. Il dit qu'il va aujourd'hui commettre des avocats qui vont prouver effectivement que ces gens, ces sbires, n'ont fait que se défendre, qu'ils étaient attaqués. Il va plaider la légitime défense. Mais, voilà. Mais c'est ça, c'est compliqué la légitime défense. C'est pas parce qu'on vous a jeté une pierre que vous prenez votre machette, vous tapez sur quelqu'un. C'est compliqué. La sécurité, c'est compliqué. Mais sans vouloir faire de jugement, mais qu'est-ce qu'un couteau peut faire dans une situation de cette nature? Est-ce qu'un garde-corps peut avoir un couteau avec lui? D'abord, c'est interdit par la loi. Aujourd'hui, si la police fouille tous les dispositifs, elle va ramasser des machettes, des gourdins. C'est interdit. Même les tasers, tout est interdit. Donc les gardes rapprochés ne doivent pas être armés? Quel genre d'armes? Il faut une autorisation. Ah, d'accord. Il faut une autorisation. Il faut un permis de port. Voilà, sinon vous travaillez, vous avez un bon dispositif, vous évoluez, vous envoyez des précurseurs s'il y a un problème, voilà, vous changez d'itinéraire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je l'ai fait pendant des années. Un garde rapproché n'est pas fait pour attaquer en fait. Non, pourquoi? Il n'a pas le temps. C'est d'extraire l'autorité et de l'évacuer. Mais votre rapport avec Idriss Seck était à la limite des rapports affectifs. Vous étiez des amis, à la limite. Vous partagé beaucoup de choses en commun. Il a même cité votre nom dans une affaire de distribution, mais on n'y reviendra pas, ce n'est pas l'objet, d'argent. Mais au fond, quels doivent être les rapports entre le candidat et son bodyguard
est-ce qu'un officier de police ou bien un policier recruté à la gendarmerie ou quelque part peut avoir les mêmes rapports affectifs que ceux que vous aviez vous avec Idrissa Seck? C'est pas évident, ça peut l'être, mais c'est pas évident. Idrissa, c'était des rapports de confiance. Oui. C'est important. Quand il était à Rebeuss, il a dit vieux rec. C'est lui qui avec lui. Qui me donne à manger et à boire. Personne d'autre. Sinon, je ne mange pas. Pendant 7 mois. Un jour, j'étais malade, je ne pouvais pas me tenir sur mes jambes, mais quand même, je me suis débrouillé pour faire rentrer la caisse. C'est un rapport de confiance, c'est comme ça. Mais si vous recrutez des gens comme ça, vous ne connaissez même pas leur nom, voilà, il y a un problème, ils chargent, c'est grave. Ça, nos futurs présidents, là, ces candidats-là, doivent penser à cela. S'ils veulent éradiquer ces problèmes-là, c'est en un jour. On parlait justement d'éradiquer ce problème, mais est-ce que à ce niveau, l'Assemblée nationale ne devrait pas, professeur, intervenir et voter des lois qui vont permettre de normer tout ce qui se passe aujourd'hui dans les campagnes électorales? Amina, vous risquez de te décevoir. Moi, je n'ai pas vu cette Assemblée nationale prendre la moindre initiative parlementaire. La seule fois que je l'ai entendu, c'est quand on a accusé M. Sonko d'avoir dit des choses et qu'ils veulent mettre en place une commission parlementaire. Je pense que ces députés-là, ils ont d'autres préoccupations que des préoccupations de sécurité. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, on n'est pas encore prêt à avoir une vraie Assemblée nationale qui s'illustre par des initiatives parlementaires crédibles et qui permettent de faire avancer les choses. On a des députés qui sont choisis par un président ou par un chef de parti et qui sont là, ils ne sont là que les yeux rivés sur leur candidat. Comment faire pour renouveler mes mandats? Je regrette de le dire. Bon, maintenant, si les députés ont cette idée, qu'à cela ne tienne. Mais vraiment, je n'attends pas ça d'eux. Pour être très concret, l'Assemblée nationale... bon, par contre, moi, je suis très optimiste. Je pense qu'après cette campagne, ça se fera. Comme en France et aux États-Unis, ce n'est pas compliqué. Voter une loi, sécurité privée, protection rapprochée, il faut être formé, il faut une carte. C'est terminé. Mais est-ce que les députés qui sont chargés de voter une loi, ils savent même ce qu'ils vont faire? Ils vont le faire. Ben. Et je pense bien. Oui, mais quand ils en comprendront la pertinence, ils seront obligés de le faire. Ça se fera. Je crois. Non, je pense que ça viendra peut-être du ministère de l'Intérieur, du gouvernement. Ce sera alors un projet de loi, parce que les députés ils font des propositions de loi. Peut-être que de ce point de vue-là, comme disait Amina avant-hier, si on fait le bilan des élections et qu'on voit effectivement toutes les défaillances qu'il y a eu dans la sécurisation des candidats et même dans la sécurisation des militants, parce qu'il y a des enfants, il y a 1 ou 2 enfants qui ont été écrasés, des gendarmes qui sont morts en allant rejoindre le meeting du président Sall. Bon, les autres, on a vu le cas des journalistes aujourd'hui, ils sont pratiquement dans le désarroi le plus complet. Mais maintenant, dans des situations comme ça... C'est pourquoi à un moment, moi, je me posais une question toute simple, basique. Est-ce que finalement le ministre de l'Intérieur comprend sa mission? Mais je crois que quand on est ministre de l'Intérieur, on doit comprendre sa mission. Mais malheureusement, le retard qu'on a pris, l'absence d'anticipation, fait quand même rend difficile quand même le jugement de la chose. On pense qu'un ministre est là pour anticiper. On ne peut pas attendre qu'il y ait des morts pour après prendre des mesures. Ça, c'est clair. Maintenant, qui peut prévoir ces morts? C'est évident. Mais je ne sache pas que Macky Sall, en tout cas, veuille prendre un ministre qui ne comprend pas ses missions. En ce moment-là, ce n'est pas la faute du ministre, ce serait la faute du président qui l'a choisi. Parce que c'est le président qui choisit ses ministres. En quelque sorte, par le biais du Premier ministre. De ce point de vue-là, dans ce cas, il faut peut-être poser la question au président. Est-ce qu'il a bien regardé le profil de celui qui voulait mettre là avant de le choisir? Je pense que c'est à ce niveau-là que la question doit se poser et non pas sur un ministre qui pense effectivement... Parce que gouverner aussi, on a l'habitude de dire que c'est prévoir. Oui. Mais dans la préparation de cette campagne électorale, peut-être que la question sécuritaire n'a pas été trop mise au devant. On parlait plus du processus électoral, des pièces d'identité, et on a oublié carrément la question sécuritaire alors que c'est la question centrale, professeur. Mais on ne peut pas oublier la question sécuritaire parce que l'année dernière, en 2012, sous Ouad, vous avez eu ce qu'il y a eu comme mort. C'est pas possible. Oui, mais malheureusement, on n'a pas appris de nos erreurs. Là, mais c'est ça le problème. On ne peut pas l'avoir oublié. La décharge d'Aly Ngouille Ndiaye, je crois quand même qu'il savait que cette question sécuritaire était fondamentale. Mais il a rencontré d'anciens ministres de l'Intérieur pour profiter de leur expérience. Maintenant, à quel niveau est-ce que le bas blesse? Voilà, mais quelles sont les mesures? Est-ce qu'il a vraiment confiance en son cabinet pour pouvoir anticiper? Vous assurer, pour avoir suivi les élections depuis assez longtemps,
que dans le cabinet de Aly Ngouille Ndiaye, vous avez de très grands professionnels. Ça, de la police, de l'intelligence, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un bon ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité. Maintenant, ce qui se passe, c'est des problèmes politiques. C'est ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Il n'y a pas eu de véritable dialogue politique depuis 2-3 ans au Sénégal. Les hommes politiques ne se sont entendus sur rien du tout. À telle enseigne que, pour gérer l'ensemble du processus électoral, mais c'était nécessaire quand même au départ de s'entendre sur des choses, y compris la sécurité, y compris sur le mode de scrutin, sur le vote, sur la délivrance des cartes d'identité, la sécurité. Malheureusement, le dialogue politique n'a pas eu lieu. On n'a pas eu un dialogue politique sur l'ensemble de ces questions. Bon, ensuite, on n'a pas eu d'évaluation sur les expériences passées. À partir de ce moment, que voulez-vous? Mais effectivement, il y a des bavures de cette nature. Maintenant, à la décharge du ministre de l'Intérieur, quand quelqu'un se lève, prend son couteau, sachant très bien que c'est interdit, il le cache bien, il va aller poignarder quelqu'un. Ça, ce n'est plus une question de garde, de bodyguard. C'est une autre question. C'est que la personne... Oui, mais de sécurité publique aussi. Mais c'est une question de sécurité moi, je me suis demandé... Vous avez vu avant la Tabaski le nombre de couteaux et d'armes blanches là qui se promènent? Est-ce qu'aujourd'hui la sécurité du peuple est vraiment prise en charge? Les 5 candidats, oui, mais maintenant, bon, pour Macky Sall, c'est déjà réglé. Mais pour le peuple, maintenant, est-ce que véritablement ce problème est là? Est-ce qu'il est réglé? Parce que plus on avance dans la campagne, plus il y aura des échauffourées, plus il y aura des agressions, plus il y aura des affrontements. Il y a des commissariats de police un peu partout, des casernes de gendarmerie un peu partout, qui essaient de veiller à la sécurité plus ou moins des populations. Mais quand vous avez un effectif d'à peu près de la police, c'est quoi, 5000 personnes? Vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque Sénégalais, ni un gendarme, encore moins des militaires. L'effectif le plus gros de la fonction publique, c'est les enseignants, sur 150 un peu plus de fonctionnaires. Je veux dire que la portion congrue est réservée à l'armée, la police et la gendarmerie. Le problème qu'il y a, c'est pas là, à ce niveau-là. Je pense que ce sont d'abord les candidats qui doivent être suffisamment républicains pour demander à leur bodyguard de ne pas s'armer de couteaux. Ils connaissent la loi. Moi, je serais Issa Sall, je dis à mes gars, bon, la loi interdit des armes blanches, ne mettez pas une arme blanche dans votre poche, ne l'utilisez pas. Mais quand ce monsieur prenait son arme blanche, est-ce qu'Aly Ngouille Ndiaye était au courant? Est-ce que peut-être Issa Sall était au courant? Peut-être qu'il l'a fait. C'est un acte individuel. On fait comme si, effectivement, partout, il y a eu des meurtres de cette nature. Non, c'est un cas, je l'espère, isolé. Je l'espère en tout cas isolé, mais que sur cette base-là, effectivement, on a cru devoir aller fouiller les gens, regarder. La responsabilité du ministre est totale et entière. Mais la responsabilité également du candidat qui a recruté. Mais qui a recruté et qui n'a pas pris le soin de veiller à ce que ces gardes-corps ne fussent pas armés de couteaux. C'est pas autorisé. Se promener avec un couteau, c'est pas autorisé. On ne peut pas faire une garde à procès, Sanguéry pourra nous le dire, avec un couteau. Mais lui, c'est un assassin, il n'y a pas autre chose que ça. Planter 3 coups de couteau derrière le dos de quelqu'un. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Oui, bien entendu qu'elle est individuelle. Ici, c'est le cas, c'est la personne qui, semble-t-il, a planqué derrière le dos de la personne. C'est une circonstance aggravante en plus. Ça veut dire que la personne soit était en train de fuir ou elle avait tourné le dos. Apparemment, d'après ce qu'on dit, il faut le vérifier, que le garçon a reçu des coups de poignard au dos et au niveau du cou. Mais vous comprenez, ça, qu'est-ce que Aly Ngouille Ndiaye peut y faire? Quand même, c'est quand même quand quelqu'un promène sa voiture sur une personne, il file à toute allure, il veut s'échapper. Parce que lui, il dit qu'il était poursuivi par les gens de Benno Bokk Yakaar et pour s'échapper, il fallait qu'il aille vite. Et en allant vite, il est passé sur un malheureux enfant, un malheureux adulte de 31 ans. Quand on parle d'Aly Ngouille Ndiaye, on parle de mesures préventives. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur devrait au moins prendre des mesures préventives. Mais il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité également, comme je l'ai dit, du candidat qui a recruté ses gardes rapprochés. La responsabilité est entièrement partagée. Moi, je veux dire que cette mesure-là est une mesure malheureusement tardive. Il a fallu d'en arriver à 6 morts pour pouvoir y penser. Maintenant, on y a pensé. Sa responsabilité en tant que ministre est probablement engagée moralement, parce que c'est lui qui assure la sécurité des Sénégalais. Mais aussi le candidat qui se permet de recruter des profils aussi ténébreux que quelqu'un qui se promène un couteau.
quelqu'un qui ne veut même pas essayer de, même dans le tohu, dans un tohu-bohu pas possible, dans une difficile situation comme ça, maîtriser son volant jusqu'à marcher sur quelqu'un, écraser quelqu'un, c'est quand même pas la responsabilité du ministre. Je veux dire. C'est un problème de formation. Demander à Sandié. De Amina Vieux, est-ce que quand le candidat s'attache les services d'un homme chargé de sa sécurité rapprochée, est-ce que le candidat doit être briefé, doit subir une sorte de petite formation pour comprendre c'est quoi le travail de ce monsieur? Est-ce qu'il doit intervenir? Est-ce qu'il ne doit pas intervenir? De quel outil, de quels moyens doit-il disposer pour faire le travail correctement? Le contrat qui vous lie, est-ce que vous parlez de toutes ces questions? Oui, tout à fait. Quand il s'agit d'un contrat, oui, on discute de tout ça. Mais quand il n'y a pas de contrat, on recrute quelqu'un. D'habitude, tous les candidats ont un homme de confiance, un garde du corps. C'est lui qui recrute. Il recrute dans le tas comme ça. Voilà, après, ils suivent le candidat. Donc le candidat même, comme je vous l'ai dit tantôt, parfois il est incapable de reconnaître même ses agents, de par leur nom. Ils le suivent comme ça. Il ne connaît que son homme de confiance. Rien du tout, qui les manage, c'est tout. Mais lui, il est protégé par la loi en temps de campagne, oui, le candidat. Exactement. Donc s'il y a grabuge, ce sont ces hommes qui sont pris, comme cela s'est fait à Qui vont répondre. Le cas qu'on a connu à Baobab, pour 20 000 francs, on l'a tué. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Il y en a tellement. On a connu des bodyguards qui sont aujourd'hui complètement HS, qui sont vivants, mais qui ne peuvent plus bouger. Pour 20 000, 15 000 francs par jour, ça ne vaut pas le prix. Ils doivent... Écoutez, pour voir ce que fait vraiment un bodyguard, je vous recommande de voir le film de Whitney Houston, Bodyguard, avec Kevin Costner, qui est un excellent film. Oui. Très bon film. Qui est un excellent film, et effectivement, qui vous montre quel est le protocole de Exactement, c'est un professionnel. Il gagne très bien sa vie. Il gagne très bien sa vie. Bon, maintenant, c'est comme ça. C'est une fin heureuse parce qu'il a fini par s'amouracher de Whitney Houston. C'est une histoire, c'est une belle fin d'histoire. C'est une belle fin d'histoire, mais en tout cas, c'est un excellent film. Un très bon film. Mais est-ce qu'il vous arrive, Ben, là, je vais lui demander, est-ce qu'il vous arrive, vous, de remonter les bretelles à un de vos, c'est-à-dire de critiquer carrément, ou bien avec votre, le client, en lui disant non, vous avez fait ça, vous ne devez pas le faire la prochaine fois? Est-ce que vous allez devoir cette séance avec lui? À Saly, on devait tôt le matin faire notre jogging. Idrissa voulait partir et un de mes agents était de garde. Il lui a dit non. Il dit non, je vais partir. Le gars lui a dit, vous ne bougez pas d'ici. Ah oui, quand même. J'ai reçu des instructions de Ins, vieux Sandjiri. Vous ne bougez pas. Quand je suis venu, on est parti. Et il a pris le volant et il rigolait quoi. Il me dit, mais c'est qui ce gars-là? C'est tel. Après il me dit, il est excellent. Parce que s'il m'avait laissé partir, je le mettrais dehors. C'est comme ça. Moi, je ne... Est-ce que vous êtes arrivé de le faire avec Idi? Oui, mais à quelle occasion? Quand je dis non, c'est non. Lui, il m'écoute. Donc, comme le disait le président Diouf de Bruno, vous êtes à la limite responsable de la sécurité, chef de protocole. Et tout. Vous gérez tout. Vous êtes voilà, vous lui servez à manger. Vous, quand sa chemise est mal repassée, vous repassez la chemise. Quand il a mal à la tête, vous lui donnez un médicament. Quand vous sentez qu'il n'est pas en forme, vous essayez de le rebooster. C'est ça. Ah oui, quand même. Mais c'est un travail extrêmement important. Exactement. Il faut avoir la tête. Vous êtes à la fois un psychologue, un gardien... Vous êtes tout. Vous êtes médecin, vous êtes tout. Donc c'est important. Et confident aussi. Voilà, il vous fait confiance. Il vous demande son avis. Maintes fois, il m'a demandé son avis. Sur des questions politiques? Ah oui, sur des questions qui concernent le Sénégal. Politique même, très sérieuse. Et je donne mon avis. C'est ça. Mais s'il n'y a pas ça, donc il y a une distance. Après, voilà, ça peut créer... mais un bodyguard tous les jours qui se couche pour dormir, est-ce qu'il dit? Il dit Alhamdulillah, il dit quoi? Il dit demain, qu'est-ce que sera demain? Il ne dort pratiquement pas. Ah oui? Je suis chauve comme ça, à mon âge. C'est parce que voilà, travailler tout le temps. Mais le bodyguard, il a le devoir d'être en forme physique. Mais quand est-ce que vous dormez? Quand est-ce que vous dormez? De se performer, oui, même au niveau des je l'enseigne. Certains me disent, voilà, nous, on n'a pas le temps, on voyage beaucoup. J'ai dit, non, vous faites erreur. Dans votre chambre, vous pouvez faire pendant 15-20 minutes un entraînement top. Intensif. Oui, intensif.
Mais vous dormez quand alors? Moi, je me dis bien savoir. Voilà, c'est... Parce qu'on a vu parfois des bodyguards quand même Oui. complètement assouplis. Hein, Oui, on a vu, hein. ils dorment parce que ils choisissent pas leur repas, ils choisissent pas leur moment de détente. Donc il y a de la diététique. Oui, bien sûr. Si vous mangez de la viande, et voilà, c'est lourd. Vous mangez Vous mangez des saucisses, vous risquez de faire une diarrhée, des œufs. Donc il faut, tout est paramétré. C'est organisé. Très organisé. Mais tout le monde dit qu'avec Idriss Seck, ce qui vous liait le plus, votre dénominateur commun, c'est que vous partagiez véritablement un secret, c'était cette pratique religieuse-là. Il était très séduit quand il voyait prier. Il se demandait, mais comment est-ce qu'un homme peut faire autant que lui, ou même parfois mieux que lui? Ça veut dire que vous ne pouvez pas protéger quelqu'un avec qui vous ne partagez pas la même religion. Si. Le professionnel, il partage, il peut travailler partout. Tout le monde. Oui, tout le monde. Des dames, des messieurs, Oui, Idrissa, je l'ai connu, voilà, comme c'est quelqu'un qui maîtrise le Coran, il le manipule très bien, c'est quelqu'un de droit, voilà, il respecte ses engagements. Donc, quand vous allez chez lui, c'est toute la maison qui est comme ça, tout est ordonné, tout est net. Heure de prière, pile poil, on prie. Après ça, heure de manger, tout, voilà, tout est bien paramétré. Donc il est facile à encadrer. Oui, c'est très facile parce qu'il vous écoute. Quand vous lui dites non, président, ça vous le faites pas, s'il a vraiment envie de le faire, non, après, voilà quoi, pourquoi? Vous donnez votre avis et puis, et ça c'est important. C'est une chance d'avoir un client qui vous écoute. Mais il y en a qui ne respectent rien du tout. Par exemple. Je ne peux pas citer de nom, mais il y en a vraiment. Quand vous leur dites de sortir pas, il faut remuer la terre et le ciel pour assurer leur sécurité. Donc c'est très difficile pour ces gens-là. Il faut s'y mettre, oui, mais il ne faut pas abandonner. Il faut s'y mettre, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui est comme ça naturellement. Mais professeur, excusez-moi, parce que le candidat aussi, ou la personne que vous gardez, doit aussi comprendre votre mission. Bien sûr. Mais si cette personne ne comprend pas la mission du garde rapproché, ça pose problème. C'est pas évident parfois. Voilà. Il vous recrute, il vous paie de l'argent, voilà. C'est lui le patron. Alors que le garde rapproché est même le patron. Oui, moi je suis très ferme. Ouais. Mais quelle est la situation la plus dangereuse à laquelle vous avez été confronté avec votre client et comment vous vous en êtes sorti? Vous pouvez nous expliquer cela? Quand on a eu une attaque sur l'ancienne piste. Voilà, ça a quand même, quand j'ai rejoint le véhicule, j'ai entendu Idriss crier « Anivier », parce qu'il pensait que... Il était il avait peur. Non, oui, parce qu'il a vu les gens me charger. Il avait peur pour lui ou Ça n'a pas duré une minute. Mais il avait peur pour lui ou pour vous? Parce qu'il ne m'avait pas vu, il a vu les gens me charger. Mais comme le chauffeur était briefé, bien briefé, il est parti pour me laisser là-bas. C'était comme ça. C'était les consignes. Ok, donc il vous a laissé tout seul avec les... Bien sûr. Et il a sauvé le candidat? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Parce que le chauffeur fait partie du dispositif. Tout le monde fait partie du dispositif. Le cuisinier, tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays développés, vous ne verrez pas un homme d'État ou une autorité attaquée par... C'est très rare. Mais c'est des empoisonnements, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit. C'est des trucs morts silencieux. Oui, mais on a eu quand même des chefs d'État qui ont été assassinés. Hein? Oui. Mais de moins en moins, regardez le président des États-Unis quand il se déplace. Il y a combien de personnes? Il a été tué, et plus récemment encore beaucoup de chefs d'État. Oui, quand Barack Obama s'est déplacé, quand j'ai été aux États-Unis, j'ai demandé comment ça se passe à peu près. Le professeur m'a dit quand il se déplaçait, tous les gens autour de lui, même les dames qui ont des bébés, sont de la maison. Oui, tous ces gens qui font ça, là, quand ils saluent des gens, tous ces gens-là sont du service secret. Ah oui? Oui, la sécurité, voilà. Donc aujourd'hui, quand au Sénégal, aujourd'hui en 2000... Tolérance zéro? Non, zéro. C'est ça la sécurité. Donc, on voit quelques gens tourner autour, voilà, en costume cravate, ils sont repérables. Mais tous ces gens-là qui sont autour, dans le public, qui ont des drapeaux, des t-shirts, font partie du service. Même quand vous suivez la préparation du décollage de Air Force One, là vous vous rendez compte que c'est un travail très très sérieux. Ils ont les moyens, certes. Mais quand même, voilà, nous on a été formés. Oui, c'est surtout des moyens.
Parce que déjà, pour faire travailler quelqu'un, un professionnel, ça coûte cher. S'il connaît vraiment Sa valeur. sa valeur. Mais aussi, quelque part aussi, c'est un métier très très risqué parce que vous l'avez dit tout à l'heure, des fois dans des situations très très compliquées, tout ce que vous vous dites, c'est qu'il faut sauver le candidat. Il ne faut pas penser à soi. Il faut sauver le candidat. C'est lui qui doit partir tout de suite. Il doit être vivant. Il ne doit pas froisser sa chemise. Vieux Sandieri, donc ancien garde-corps d'Idrissa Seck. Aujourd'hui, quand vous voyez Idrissa Seck à la télévision, est-ce que vous dites, ah, est-ce qu'il est bien protégé? Est-ce que si j'étais là, je n'aurais pas fait ça? Est-ce qu'il est bien protégé en ce moment? Il est bien protégé. Qui s'occupe de lui si ce n'est pas indiscret? Je ne peux pas le dire, mais en tout cas... C'est quelqu'un que vous avez formé vous-même? Oui, j'en ai formé quelques-uns du dispositif. Et parmi les autres candidats, il n'y a pas vos élèves là-bas, vos étudiants? Non, si. Je ne veux pas citer les candidats, mais si, voilà, vous comprenez. Mais il dit, vous avez toujours gardé cette complicité, vous Bien avez sûr, toujours ce rapport. tout à fait. Il vous consulte jusqu'à présent sur... Oui. Oui, bon, très bien. Mais écoute, je crois que là, vous avez vraiment pris la bonne balle aujourd'hui. Au final, on a un témoignage extrêmement vivant. Et aujourd'hui, est-ce que vous ne pouvez pas vendre votre service? Est-ce que vous serez capable d'être le bodyguard de Macky Sall, par exemple? Moi, je voulais... Ah, professeur, Là, je voulais justement y poser la question. Là, comme on m'a connu avec Idrissa, personne n'acceptera. Parce que tout simplement... Ils n'ont pas confiance? On n'a pas encore cette culture-là. Mais si Macky Sall vous dit demain, le président Macky Sall, Vieux Sandieri, vous avez été très efficace avec Idi, venez être mon bodyguard, vous n'accepterez pas? À un prix, oui. S'il me paye le prix, je le ferai. Je suis spécialiste. Je vends mes services. Ah, donc, pour vous, les rapports avec Idrissa, alors c'est fini? Idrissa, Macky Sall, vous êtes un professionnel. Donald Trump, je suis professionnel. Je vends mes services. Si quelqu'un veut vraiment Vieux Sandieri à ses côtés, ça a un prix. Il faut payer le prix. Quel est votre prix pendant la journée? Une journée de bodyguard? Ce serait intéressant de le savoir. Ça, je vous le dirai après l'émission. On a bien d'autres dans ce pays. Pardon? On a bien d'autres bodyguards formés, spécialistes de la question, assez discrets sur les bords, et qui font un travail remarquable. Oui, des anciens de la Bible, du GIGN, il y en a qui sont là. Pas beaucoup, mais il y en a. Parce que moi, je me suis spécialisé, j'ai dit sécurité ou rien. Donc, voilà, j'ai eu une expérience, une belle expérience, je pense, ici au Sénégal. J'ai voyagé, je suis parti dans d'autres pays, j'ai appris le métier, j'ai dépensé des millions. Mais c'est un métier qui évolue. Ça évolue. Mais aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en France, c'est la sécurité rapprochée, c'est autre chose. Hein. Par rapport ici, vous savez, Idrissa me disait, est-ce qu'aujourd'hui je peux avoir le même dispositif, à peu près le même dispositif que Donald Trump? J'ai dit oui, c'est possible. Il rigolait. Il me dit non, j'ai dit oui, c'est possible. J'ai été à la Bible, j'ai été au GIGN. C'est possible et on peut avoir un dispositif même meilleur. Il m'a dit ah bon? J'ai dit oui, l'essentiel, il faut les moyens. Les gens de la Bible là et du GIGN. Quand l'ancien président des États-Unis était venu ici, il voulait les désarmer. Bruno a dit non. Ils sont partis au champ de tir, les gars les ont battus. Complètement. Mais aujourd'hui, on parle de sécurité scientifique. Oui. Dernière question avant le journal. De l'information et le numérique à apporter à la sécurité, notamment aux bodyguards. Parce que vous avez parlé beaucoup de communication. Ça fait partie. Quand l'autorité doit venir dans un hôtel, mais il faut voir les chambres, tout est, il n'y a pas de micro, de caméra, dans son véhicule, les fouilles de véhicule, c'est un panoplie de tâches à accomplir hein, avant qu'il ne quitte son domicile pour aller vers un point. Ça, il faut l'apprendre. Parce que une autorité qui se fait filmer le soir, voilà, avec une caméra cachée, ça c'est quand même, c'est grave. Ah, c'est plus que grave. Mais comment faire pour détecter tout ça avec le développement des nouvelles technologies quand même ça peut être très difficile parce que même avec un stylo, on peut vous filmer. Mais ça c'est rien du tout.
Ce que mon enseigne ne dit pas, c'est que quand le candidat a un comportement normal, ça pose pas de normé, problème. s'il est fidèle, s'il est un homme bien, ça, Même le s'il bodyguard n'a pas de problème. Même s'il n'est pas. Même s'il n'est pas. Le bodyguard doit Oui, faire. mais vous connaissez aussi les secrets les plus profonds de la personne. Les plus intimes, hein. Les plus intimes de la personne. Oui, vous savez, la confiance, ça ne s'achète pas. Ça, c'est dans le temps. Absolument. Vous ne pouvez pas tout de suite voir quelqu'un et lui dire j'ai confiance en vous. C'est dans le temps que ça se cultive. Une fois qu'il a confiance en vous, après, voilà, le reste vient avec le temps. Vieux, ça veut dire quoi si on vous suit bien? Aujourd'hui, Idriss Seck président, vous avez toute la malchance de devoir vous retrouver encore avec lui au palais de la République. C'est de demande. Ah, non, mais bien sûr, parce que la confiance, elle est là. Je vais se dire, mais encore, Il le demande s'il paye le prix, oui. malgré ces relations de confiance, le prix, Paye il le est... price. Vieux, c'est un Américain finalement. Alors, mais juste avant de finir, c'est vrai qu'à l'heure du repas, vous goûtez le repas d'abord? D'abord, Oui, avant lui. quand il était à la DIC, on l'a ramené chez lui le lendemain. Et Assane Ndoye avait demandé à un de ses proches, de goûter le repas avant qu'il ne mange. Donc quand il va dans un restaurant, on y va la veille, le jour même, on regarde voilà, le repas, qu'est-ce qui est au menu, s'il est allergique à il faut voir tout ça, les formes de paiement, les toilettes, là où il doit s'asseoir, voilà, discuter un peu avec, voilà. Mais je vous dis, même un candidat ordinaire qui n'est pas président de la République. Je peux comprendre qu'on le fasse pour le président de la République, mais bon, un citoyen, chef de parti comme il dit, est-ce qu'il a besoin de tout ça? Ah, c'est un candidat comme les autres. Il peut être futur président du Sénégal, on ne sait jamais. S'il mange du n'importe quoi, il se fait... Ça veut dire qu'il croit à son destin présidentiel, lui. Oui, je pense qu'il y croit. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il peut être président? Oui, je le pense. Je suis avec lui depuis 19 ans, il ne pense qu'à ça, il est focus on. Il travaille pour tous les jours. Alors, nous reviendrons, je vous rappelle que nous